Bonjour, bonjour. Il est 35, je pense qu'on va y aller. Merci d'être là. Je vais démarrer. Peut-être avant le temps que les dernières personnes arrivent, levez la main les coachs agiles, Scrum Master, Agile Master ou autres, voilà, ou accompagnants et accompagnantes. Ok, à peu près la moitié, je crois. Ok. Les autres personnes, est-ce que vous êtes autour du produit ou du projet? Levez la main. Ah oui, quand même, ok, beaucoup, beaucoup. Cool. Est-ce qu'il y a des devs ou des archis ou des ops? Ok, ok, top. Merci beaucoup pour la petite typologie du public. Bien, merci beaucoup vraiment aux sponsors. C'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, que vous avez pu venir à une place gratuite, je crois. C'est top. Et que nous, on peut être défrayés, donc c'est pas mal. Bien, très très rapidement, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but. Je suis cofondatrice d'une association antisexiste qui s'appelle La Place des Grenouilles, que je vous invite à suivre. Aujourd'hui, pour faire court, je suis coach en organisation agile. J'ai des missions de Product Ops où je peux aussi agir en tant que manager par intérim ou de transition. Et échangeons sur les réseaux, si ça vous dit. Je serai là cet après-midi, mais vous pouvez aussi me joindre sur Internet. Bien. Donc je parlais d'intelligence collective tout à l'heure. Je ne sais pas quelle est votre définition. On va commencer par en proposer une aujourd'hui. Donc c'est à la fois la mobilisation de plusieurs agents qui vont se coordonner, collaborer pour arriver à résoudre des problèmes en capitalisant sur toutes les compétences et expériences de chaque personne, de chaque agent. Donc c'est à la fois ce processus et c'est aussi le résultat. Donc les connaissances ou les produits, les livrables, les créations qui peuvent émaner de ce processus. C'est la définition que je vous propose aujourd'hui. Ce n'est pas une définition universelle, c'est ce que je vous propose. Donc je pense qu'on est tous et toutes d'accord ici en tant qu'agilistes pour dire que c'est quelque chose d'indispensable dans un monde VUCA, dans un monde complexe, dans des environnements et des produits complexes. Et donc je vais juste mettre une petite citation qui est assez sympa. Aucun et aucune de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. C'est moi qui ai rajouté l'inclusion Euripide, il n'était pas encore à ce stade. Est-ce que vous pouvez me citer des exemples d'ateliers, de pratiques, de moments d'intelligence collective que vous avez vécus? Oui. On cite Wikipédia, en effet, je suis d'accord, pour moi aussi c'est de l'intelligence collective. Ouais, il y a beaucoup de coachs quand même, oui. Un sprint planning. De refinement, exactement, oui. Peut-être un dernier exemple. Un forum ouvert, comme on va voir cet après-midi, effectivement. Tout autant de produits ou de processus d'intelligence collective. Est-ce que vous savez, vous avez en tête, je vous laisse prendre quelques secondes pour réfléchir, des facteurs qui peuvent inhiber cette intelligence collective? Souvent on parle du côté positif, là c'est les choses qui peuvent entraver, inhiber cette intelligence collective. Je vous laisse, oui, je vous laisse y réfléchir, on va en reparler après. Et pareil, réfléchissez aussi aux choses qui peuvent la favoriser. Là, je pense que vous aurez peut-être plus de réponses en tête. Des chercheurs et chercheuses du MIT se sont penchés sur la question et elles sont abouties à un facteur qui peut favoriser grandement l'intelligence collective qu'ils ont appelé le facteur C. À votre avis, on va faire un petit quiz à main levée qui pense que le facteur C, ça revient au QI cumulé dans le groupe qui prétend faire cette intelligence collective. Ok, il n'y a aucune main levée. Est-ce que c'est le QI maximal de la personne du coup la plus intelligente qui est dans le groupe? Réponse C, est-ce que c'est le QI moyen de toutes les personnes dans le groupe? Oui, j'ai 1, 2, 3,
4, main levée, 5 à peu près, 6, 7, ok. Eh bien non, merci d'avoir joué. Le facteur C, c'est une conjugaison de 3 choses. Déjà, il y a cette forte capacité à comprendre l'autre. C'est ce qu'en anglais on appelle la social sensitivity. Je vous invite à googler ça, vous y trouverez des choses intéressantes. Donc c'est par exemple savoir ne pas prendre toute la place dans une conversation, se rendre compte quand l'autre commence à être un petit peu fatigué de l'interaction, par exemple. Un temps de parole égal aussi, ça favorise l'intelligence collective. Est-ce que dans vos réunions, dans vos rituels, il y a toujours un temps de parole égal entre les personnes? Et il y a aussi, je ne rigole pas, la proportion de femmes. Alors, petite précision là-dessus, c'est pas par essence, c'est parce que les femmes, on va plus les socialiser à justement avoir ces compétences sociales et d'interaction, d'être plus à l'écoute de l'autre, et aussi à laisser la place. Donc c'est pas parce qu'on est femme qu'on a plus de ces compétences-là, c'est parce qu'on nous éduque à cette fameuse social sensitivity. Donc voilà, j'ai trouvé cette étude dans cette publication, et bon, ça m'a fait rigoler sur le coup. Alors, est-ce que quelqu'un ou quelqu'une oserait donner une définition de l'intelligence? C'est pas facile. Oui? Capacité à s'adapter, ok, merci. Ouais. Répondre à l'incertitude, à des situations non connues, ok, très bien. On voit qu'on est sur un public d'agilistes. Combien de types d'intelligence il y a, à votre avis? 2. 5. Ok, et levez la main qui pense qu'il y en a moins que 5. Ok, qui pense qu'il y en a plus que 5. Ok. Donc quand on parle d'intelligence dans le langage commun, pour des gens qui n'étudient pas ce genre de sujet, on va souvent penser d'abord à tout ce qui est logique, maths. Quand on fait un test de QI, enfin j'en ai jamais fait, mais je crois que c'est plutôt c'est ce genre de choses qu'on va évaluer. On peut parfois aussi se référer à la linguistique, à savoir quelqu'un qui sait bien s'exprimer, souvent on va se dire ah c'est quelqu'un qui a l'air intelligent ou intelligente. On peut aussi, je pense que des designers industriels, par exemple, c'est des personnes qui peuvent être considérées par la société plutôt intelligentes. Je crois aussi que dans les tests de QI, il y a des choses par rapport à l'espace, la géométrie, des choses comme ça. Donc en général, on s'accorde plutôt à se dire que ces intelligences-là, elles sont connues, elles sont communément admises. Il y a 9 types d'intelligence. Je vous laisse prendre une photo si ça vous intéresse, mais je ne vais pas passer sur tout. Et donc, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ce fameux facteur C qui a été proposé par le MIT, finalement, ce qu'il va reprendre comme type d'intelligence en vue au service de l'intelligence collective, ça va plutôt relever de ce qui tombe là, avec vraiment au centre cette capacité à comprendre les autres, à leur laisser leur temps de parole, etc. Donc, si je résume, l'intelligence collective, ça vous parlera. Pour arriver à atteindre cette intelligence collective, on a besoin des individus et surtout des interactions, de la qualité des interactions entre ces individus. Et aussi, je ne sais pas si ça vous parle, le projet Aristote, la sécurité psychologique. Est-ce que je repasse sur le projet Aristote? Juste petit rappel pour certaines personnes. Ouais. Donc Google, à un moment, a lancé une étude pour essayer de comprendre ce qui faisait que certaines équipes au sein de leur entreprise étaient plus performantes que d'autres. Donc interview, observation, tout ça, machin, c'est une vraie étude sérieuse sociologique. Et la conclusion, c'est qu'il y a 5 éléments qui font qu'une équipe puisse être plus performante. Et le premier, en haut de la pyramide, vraiment, c'est la sécurité psychologique. Et en fait, je ne peux pas apporter, si on revient à la définition que je vous proposais de l'intelligence collective, on ne peut pas compter sur les expertises, les expériences, les connaissances de chaque individu si chaque individu ne se sent pas safe dans un groupe. Voilà. Ensuite, on va décomposer le titre de la conf et voir chaque partie. Je vous propose de fermer les yeux si vous voulez bien jouer le jeu.
et d'imaginer. Donc on est vraiment dans l'imagination. N'essayez pas de surrationaliser. Attachez-vous à la toute première image qui vous vient en tête. Imaginez une personne à la tête d'un comex. Décrivez dans votre tête à quoi ressemble cette personne. Quelle est son apparence, quelle est sa posture, comment cette personne est habillée, le ton de la voix, etc. Bien, vous l'avez ? Ok, on va refaire l'exercice avec un deuxième exemple. Pareil, première image qui vous vient en tête. Imaginez une personne qui pleure dans un bureau. Je vois des personnes qui sourient. Donc à quoi ressemble cette personne ? Comment est-elle habillée ? Quelle est sa posture ? Etc. Bien, je crois qu'on a confirmé que nous avions des biais sexistes. Je crois, on va vérifier. Qui a imaginé un homme à la tête d'un comex ? Ouch, ça fait mal. Qui a imaginé une femme à la tête d'un comex ? Yes, il y en a quelques-uns. Une personne non-binaire ? Concernant la personne qui pleure dans le bureau, est-ce que c'était un homme ? Ah, bien, ok. Niveau de vulnérabilité assez élevé. Est-ce que c'est une femme ? Pour qui c'était une femme ? Okay. On confirme, c'est biais sexiste. Donc c'est inspiré de cette super campagne de je sais plus qui. Donc, une petite définition que je vous propose aujourd'hui. Donc, les biais, c'est des déviations par rapport à la réalité dans le traitement logique et rationnel d'une information. Ça peut aussi bien être des omissions ou erreurs de perception, d'évaluation ou d'interprétation logique. Et la plupart du temps, c'est le truc que je veux vraiment souligner aujourd'hui, parce que vous connaissez les biais, je pense, c'est le côté inconscient. C'est pas inutile, je ne veux pas mettre les biais à la poubelle, ils nous aident bien. Apparemment, le cerveau enregistre par seconde, ce chiffre, il me donne le vertige, apparemment 11 millions d'infos par seconde. Je trouve ça incroyable. Et donc, consciemment, on a la place d'en traiter que 50. Donc, en fait, tout se fait un peu en bac. Les biais, c'est donc des raccourcis. Il y a 4 types de biais selon ce codex des biais cognitifs que vous avez peut-être déjà vu. On ne va pas rentrer dans le détail des 180, je vous rassure. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que là, on insiste sur les biais cognitifs. Là, j'aimerais aujourd'hui parler surtout des biais culturels. 2 tiers des hommes et une femme sur 2 se croient plus intelligents ou intelligentes que les autres. Donc là, déjà, on voit 2 groupes sociaux, selon le genre. On n'a pas la même perception de sa propre intelligence. Donc ça peut jouer sur le genre, mais pas que. Là, ça montre une différence entre les personnes britanniques et les personnes américaines. Quand on leur demande face à quel type d'animal vous pourriez gagner si vous deviez vous battre à main nue. Alors, on va du rat à l'ours. Et en fait, moi, je trouve que c'est quand même assez fou. Il y a presque 15%, des Américains qui pensent pouvoir se battre à main nue contre un kangourou. Je pense qu'ils n'ont pas vu la bête, voilà. Et vous voyez, les Britanniques sont quand même vachement moins confiants et confiantes. Je ne sais pas si c'était posé à des hommes ou des femmes, ou les deux. Donc vous voyez bien qu'il y a un pattern. C'est à chaque fois, les Américains sont quand même vachement plus confiants et confiantes que les Britanniques. Est-ce que c'est la confiance ? Ou l'ignorance ? C'est bon. Et donc, revenons en France, parce qu'on critique nos amis anglophones, mais je pense qu'on peut se regarder dans le miroir et on aurait pas mal de trucs à dire. Je crois que nos valeurs républicaines les plus fondamentales nous invitent à avoir, d'une part, beaucoup de biais, mais aussi, surtout, à ne pas vouloir regarder ces biais en face, à ne pas vouloir admettre que l'on a des biais.
Quand on parle d'universalisme, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit qu'on est tous et toutes pareils, qu'il n'y a pas de normes à créer ou de hiérarchie? Ou bien est-ce qu'on dit que la norme qui a été fixée par un groupe X ou Y de personnes est la bonne, et que c'est ça le cadre de référence? Liberté, égalité, fraternité, c'est bien beau, mais je ne sais pas, est-ce qu'on était tous et toutes égales et égaux en 1789? Je crois que c'était l'égalité entre pairs, entre semblables. Là, il y a écrit fraternité. Hein. Les femmes n'avaient pas le droit de vote jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. Voilà, donc réfléchissons à nos valeurs républicaines. Et passons à la partie du début du titre de ce talk, dynamique de pouvoir. Donc déjà, définition, comme toujours, c'est soit l'action, soit l'influence, le pouvoir. Il ne faut pas oublier cette partie d'influence des individus ou des groupes sociaux. Et ça peut se manifester de façon implicite ou explicite. Ensuite, la partie structure ou dynamique. Déjà, ça peut se manifester sur le court, le moyen ou le long terme. Je peux donner comme exemple, au cours d'une conversation, une simple conversation qui peut durer, je sais pas, une demi-heure, le rapport de pouvoir peut changer d'une seconde à l'autre. Par exemple, si moi, je commence à me sentir un peu en infériorité, je me sens dominée dans la conversation, peut-être qu'à un moment, j'ai une carte à jouer, je connais quelque chose sur mon adversaire, sur celui qui devient mon adversaire lors de la conversation, et je peux retourner la dynamique. À plus moyen terme, il peut y avoir dans une équipe plusieurs personnes qui sont au même niveau hiérarchique, et puis au bout d'un moment, il y a une des personnes qui devient chef. Du coup, c'est plus le même rapport de pouvoir, forcément. À plus long terme, je donne aussi comme exemple le fait d'être de culture arabe en Espagne aujourd'hui, ou pendant le Moyen-Âge, c'est pas la même chose. Donc, ce sont des structures qui sont évidemment complexes, qui sont intriquées. Je peux, moi, la même personne, à un même instant, par rapport à une autre personne en face de moi, sur un axe précis, être en situation de pouvoir ou de domination, et sur un autre, l'inverse, en même temps. Parce qu'il y a plusieurs axes et structures et dynamiques de pouvoir qui sont à l'œuvre au même instant. On va parler de la répartition, de l'exercice, de l'utilisation et aussi de l'acquisition et du maintien de ce pouvoir et de ces structures de pouvoir. Donc la définition que je vous propose sur les dynamiques de pouvoir, c'est le processus par lequel le pouvoir est exercé à l'intérieur d'un système social. Donc là, plutôt que l'individu, je vais parler du système social. J'aimerais vous inviter à vous interroger, une fois qu'on a posé ces définitions, sur qui concentre le pouvoir dans vos entreprises aujourd'hui, ou aussi dans vos groupes d'amis, dans votre famille, ça peut marcher aussi. Comment est-ce qu'il est exercé? Comment est-ce qu'il est utilisé? Comment est-ce que ce pouvoir a été acquis? D'où il vient? Et surtout aussi, comment il est maintenu au quotidien, dans les interactions, dans les pratiques, dans les outils? Je voulais vous donner un exemple. J'avais un ancien collègue dont la fille était dans une école de musique, un conservatoire, donc c'était ça, ses études supérieures. Je ne sais plus quel instrument elle faisait. Et donc il me disait que dans les écoles, on est vraiment à parité. Donc quand des jeunes ont 18, 20 et quelques années, on a vraiment 50% d'hommes et 50% de femmes dans les écoles. Quand on arrive dans des orchestres, je ne sais pas si vous aimez la musique, notamment la musique classique, si vous avez déjà observé la composition en termes de genre des orchestres, on n'est pas du tout à la parité. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce que toutes ces jeunes demoiselles ont trouvé un mari et se sont mariées, ont fait des enfants et sont restées au foyer? Qu'est-ce qui fait que de l'école au monde professionnel, il y a ces femmes qui disparaissent? Eh bien, il y a des chercheurs et chercheuses qui ont mené une étude. Je ne sais plus, je suis désolée, je peux vous retrouver si besoin. Je crois que c'était au Danemark, je ne suis pas sûre.
pour comprendre ce qui faisait qu'il y avait aussi peu de femmes dans les orchestres. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un paravent, on a caché la personne qui venait passer les auditions. Donc, les musiciens et les musiciennes jouaient un peu à l'aveugle. En tout cas, le jury ne voyait pas qui était en train de jouer. Donc, vraiment, les personnes du jury et les jurés étaient vraiment en train de juger seulement et uniquement à l'oreille. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu plus de femmes qui ont été recrutées. Donc, comme quoi, les biais, ils ne sont pas volontaires, parce que c'était justement la démarche de cette maison que de recruter plus de femmes. Ils ne sont pas volontaires, mais ils sont bien là. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas les voir ou parce qu'on ne sait pas qu'ils sont là qu'ils ne sont pas là. Autre exemple, plus dans nos sphères professionnelles, quand on étudie des relations entre managers et managés, parmi les personnes qui performent extrêmement bien, lors des revues annuelles, par exemple, les bilans annuels, il y a à peu près 76% de femmes qui, malgré leurs excellentes performances, reçoivent des commentaires négatifs, et surtout négatifs qui n'ont pas un rapport direct avec leur travail. Ça peut être sur leur façon d'être, de s'habiller, sur leur façon de parler, je sais pas, des choses qui sont vraiment autour. Ça peut être sur leur poids aussi. À l'inverse, on n'a que 2% des hommes qui réussissent bien, qui performent, qui se prennent des remarques négatives et des remarques de ce type-là. Et là encore, les managers, quand ils font un retour de « ouais, tu devrais peut-être essayer d'arrondir les angles, parfois tu es un petit peu perçu comme agressive », c'est bienveillant. C'est pour leur manager qu'il ou elle dit ça. On en vient à la roue des privilèges. Je ne sais pas, est-ce par main levée, qui connaît déjà cet outil ? Ok, il y a peut-être un petit quart, ouais. Je vous invite à aller le chercher après sur Internet, à le lire en détail. En gros, plus vous êtes au centre de la roue, par différentes caractéristiques, par différents axes de privilèges, plus vous êtes privilégié, donc. C'est un peu le bingo des privilèges ou des non-privilèges. Et donc, plus vous êtes à la marge, moins vous êtes privilégié. Et cette roue, qui est proposée par une personne anglo-saxonne à la base, elle s'appelle la roue des privilèges et du pouvoir. Roue du pouvoir et des privilèges. Quand on a des privilèges, on a du pouvoir, même si on ne l'a pas demandé, même si voilà, on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas cherché, mais de fait, dans des sociétés qui peuvent être oppressantes, oppressives, il y a des axes et on hiérarchise selon le capital culturel, économique, selon le genre, voilà, selon plein d'axes. Et donc, normalement, en principe, plus vous êtes au centre, plus vous êtes privilégié, plus vous avez de pouvoir, même si vous ne l'avez pas demandé, et plus vous avez de biais, plus vous avez d'angles morts. Parce que vous ne savez pas ce que vivent les personnes qui sont là. Et parce qu'on ne vous l'a pas appris à l'école, on vous a dit universalisme républicain, il n'y a pas de couleur. Moi, homme ou femme, je recrute juste les personnes les plus compétentes, je ne fais pas attention à ça. Je voulais quand même faire un petit point là-dessus. Quand on parle de racisme, par exemple, ou de sexisme, en fait, on parle aussi bien de tout ce qui est de la haine, de la violence qui est hyper assumée, qui est revendiquée, qui va vous sembler, vous, très très violente, a priori, que ces toutes petites choses qui ne sont pas si petites, qui sont ordinaires, parce qu'on les croise très souvent, qui relèvent des micro, je mets des guillemets, des micro-agressions. Donc, a priori, je pense, j'espère que vous ne vous considérez pas une personne raciste ou sexiste ou autre. On peut faire plein de istes ou phobes. Parce que vous n'êtes pas là-dedans, j'espère. Et sinon, je pense que ma conférence ne va pas du tout vous plaire. Mais même si vous ne le voulez pas, je dis on parce que je m'inclus, on peut être assez souvent là-dedans sans s'en rendre compte. Et donc, pour l'intelligence collective, parfois, ça peut être pof-pof.
Et donc les personnes qui sont, souvenez-vous, à la marge, dans le cercle extérieur de la roue, elles peuvent, du fait de ces microagressions, en plus aussi des agressions plus violentes et plus visibles, elles peuvent être en état d'hypervigilance, elles peuvent être en condition de suradaptation. Il peut y avoir aussi de la perte de confiance, de la colère qui peut s'installer aussi, ou un isolement, on se met en retrait. Voire ça peut aller jusqu'au burn-out ou à la maladie, parce qu'au fur et à mesure d'accumuler toutes ces agressions, on est en état de stress, le taux de cortisol élevé sur un temps long, ça a des répercussions sur la santé physique et mentale. Donc comment on fait de l'intelligence collective quand il y a des personnes qui sont... C'est ça la question que je voulais poser. C'est peut-être un peu déprimant, désolé. J'ai quelques pistes de solutions, c'est que des pistes, avec beaucoup d'humilité, c'est vraiment de l'expérimentation, des suggestions. Le but de Stoke, c'est aussi de vous faire réfléchir à ces choses-là, et on le verra après aussi, aller plus loin dans d'autres domaines. Donc, déjà, est-ce que si on amène et on génère, on favorise de la diversité, est-ce qu'on amène moins de biais? A priori, oui, ouais, ça dépend. Ok, d'où la question. On pourrait se dire, a priori, déjà, c'est un premier levier. Alors oui, mais rappelons-nous de ce chiffre quand même assez éloquent, la moitié des femmes quittent la tech avant 35 ans. Donc on fait de la diversité, on recrute des femmes, mais elles se barrent. Donc, diversité, oui, mais est-ce que ça suffit? De ces femmes qui partent, il y en a plus d'un tiers qui mentionnent comme raison numéro 1, d'autres la mentionnent aussi, mais pas en numéro 1, la culture d'entreprise non inclusive. Donc c'est là où je vous donne un petit indice, diversité oui, mais il faut aussi de l'inclusion. C'est pas la même chose. C'est pour ça que parfois vous voyez diversité, inclusion dans des publications diverses et variées. Là, je parle peut-être à un certain nombre de geeks et de geekettes. Cet acronyme, il va vous parler. Les anglo-saxons et anglo-saxonnes parlent de plus en plus de justice, équité, diversité, inclusion. Donc pensez Jedi. C'est bon. Donc, quelques exemples, là, très peu d'exemples d'inclusion, d'équité, de justice. Déjà, juste la base, la loi, respecter la loi et la faire respecter, sanctionner les violences qu'il peut y avoir, les abus qui peuvent exister. Sachez-le, ce n'est pas automatique. Le harcèlement, par exemple, en entreprise, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'en vivre, c'est très souvent pas sanctionné. Donc ça, c'est déjà juste le niveau 0. Après, il y a des communautés ou des entreprises qui proposent un coaching ou du mentoring spécifique aux minorités. Donc, par exemple, ça va être des programmes proposés aux femmes. Ici, je pense que ça se fait moins, mais aux États-Unis, ça se fait peut-être un peu plus. Des programmes de mentoring pour des femmes afro-américaines, par exemple. C'est des choses qui peuvent se proposer. Ou ça peut être, par exemple, proposer du coaching à des speakers qui n'ont jamais fait l'exercice. Donc le tremplin, par exemple, un tremplin des speakers, ça peut être aussi ce genre de choses. Je me pose la question des after-work. On fait ça pour de l'inclusion, pour apprendre à se connaître, sauf que c'est après le travail, mais pour le travail. Mais en fait, c'est quand même du travail. Et du coup, il y a des gens qui enchaînent sur une deuxième journée de travail après leur travail rémunéré. Donc est-ce qu'on n'est pas de fait en train de les exclure quand on se dit allez, viens, on prend une bière, on a fini ce sprint, il était un peu hardcore, on a le droit, on mérite d'aller se détendre autour d'une bière. Et du coup, il y a des liens qui se créent, qui se renforcent autour de ces moments de convivialité, que moi j'apprécie beaucoup. Hein. Je ne veux pas les mettre à la poubelle, mais je me dis, en fait, qu'est-ce qu'on fait pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre de venir? Ou pour les personnes qui n'aiment pas boire d'alcool, aussi, par exemple, quand on se retrouve avec tous nos collègues bourrés, peut-être que c'est pas très agréable quand on n'est pas dans le même mood d'aller boire un coca alors que tout le monde est déchiré. Donc je me pose la question de ce genre de moment de convivialité, c'est pas toujours convivial pour tout le monde. Donc dans les pistes que je propose, là celle-ci j'y crois beaucoup, l'écoute et la communication, donc vous connaissez la CNV, qu'on peut aussi appeler ABC, j'ai découvert ça récemment, accompagner les besoins par la communication. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on met le mot besoin au centre.
Et c'est pas que lors d'un atelier de CNV, c'est pas que lors d'une rétro, c'est tout le temps. Et surtout, dans la communication, c'est l'écoute le plus important, je pense, le mot ici à retenir. Je pense que plus d'écoute amène plus d'inclusion et plus d'intelligence collective. Et on l'a dit tout à l'heure, cette social sensitivity, cette capacité à écouter, à observer, à comprendre l'autre. Et un temps de parole légal qui veut dire, ok, je parle pendant un moment, mais c'est-à-dire que tout le reste du temps, je ne suis pas en train de commencer à préparer ma réponse ou mon intervention, si je suis en train d'écouter les autres. Est-ce que vous pouvez lever la main, les personnes qui connaissaient ce schéma, s'il vous plaît? Ok, c'est pas si répandu que ça, je ne savais pas trop. Donc ça, c'est Lisa Atkins qui propose une cartographie des expertises des coachs agiles. Donc il y a des choses qui ne vont pas vous surprendre, hein. Formation, mentoring, facilitation, coaching professionnel. Évidemment, quand on est coach agile, il faut connaître un peu de certaines choses sur l'agilité et le lean. Et après, là, c'est un peu un au choix, ou plusieurs. Comment ? Voilà, les domaines d'application. Et c'est aussi quel domaine d'expertise on va venir apporter. Donc, par exemple, ça, c'est les coachs agiles qui ont une forte expertise sur le code, l'architecture, qui sont a priori ingénieurs logiciels à la base. Ça peut être des personnes qui viennent du métier, qui étaient expertes je sais pas, en compta, par exemple, dans une boîte de compta, et c'est des personnes qui peuvent à un moment évoluer en tant que coach agile. Et puis il y a aussi les experts et expertes en transformation des organisations. Donc là, bon, je ne vous apprends rien. Donc là, notamment, mais pas que, parce qu'il y a aussi dans la formation, mentoring, facilitation, il y a tout cet aspect psycho qui normalement est couvert. Même si vous ne faites pas d'études approfondies en psychologie, quand vous êtes coach agile, Scrum Master, Agile Master, tout ce que vous voulez, a priori, vous avez des notions en psycho pour pouvoir animer un groupe correctement. Il y a la systémique aussi, qui est une discipline qui intéresse beaucoup de coachs et qui est très utile dans le métier, je pense. Quand on veut amener du changement, de la transfo, c'est important de comprendre la systémique. Et en fait, ma question, pour moi aujourd'hui, c'est où est la socio ? On est sur l'aspect assez individuel de la psycho. Donc quand on veut faire un coaching, un mentoring individuel, ok, top. Mais quand on anime un groupe, comment on fait si on est aveugle aux dynamiques sociales qui s'y jouent ? Donc mon invitation, c'est de tendre un peu plus vers ça, pas d'abandonner les deux premiers qui sont indispensables, mais de se poser plus de questions. Est-ce qu'en tant que coach agile, on ne doit pas lire un peu aussi des bouquins de sociaux ? Quelques pratiques que vous avez déjà peut-être en tête, que vous pratiquez déjà, qui peuvent amener et qui peuvent aider à l'inclusion et à l'intelligence collective. C'est que peut-être des expérimentations. L'asynchrone, ça aide certaines personnes qui ne sont pas forcément super à l'aise dans un groupe, à prendre la parole devant les autres, ou qui ont besoin de plus de temps de réflexion, qui sont dans le temps long, qui ne sont pas dans la réactivité pour apporter des idées et des compétences. L'anonymat aussi, bon, ça vous le pratiquez si vous faites des health checks ou des choses comme ça, ou des sondages divers et variés. Ça permet de prendre le pouls quand même de façon plus safe pour certaines personnes qui auraient peur de représailles si elle dit qu'elles ne se sentent pas safe, par exemple. Le choix sur le casting, si vous devez faire un atelier user story mapping, par exemple, tout type d'atelier, avec différents rôles clés, différentes parties prenantes qui doivent être représentées, qui doivent représenter les différents services d'une entreprise. A priori, le premier réflexe, c'est de se dire, je prends une personne de chaque service. Sauf que si on a une personne commerciale, une personne de la direction générale, une personne du marketing, une personne du service client, une personne qui est du design, une personne qui est métier, une personne qui est product, et une personne qui est dev, il y a comme une espèce de déséquilibre. Donc peut-être que dans ce type d'atelier, parfois vous vous dites, non, il ne faut pas qu'il y ait autant de personnes qui soient non-tech, quand on parle de produits techniques, de produits numériques, donc vous mettez plutôt 3 profils d'ingé, par exemple. C'est la même chose.
Vous pouvez vous poser la question sur différents sujets. Il n'y a pas que les rôles, il n'y a pas que les métiers, il y a peut-être aussi d'autres axes sur lesquels vous pouvez vous dire il faut plus d'équité ou il faut un équilibre des forces. Le nombre de votes, c'est dans la même idée. Vous pouvez peut-être avoir ce nombre-là de personnes, donc une seule dans l'atelier, mais peut-être que la partie ingénieure a 4 votes et les autres n'en ont que 2, par exemple. Je ne sais pas. Le temps de parole. Faites cet exercice pendant 2-3 jours, assistez à vos réunions habituelles et vos rituels et observez, comptabilisez plus ou moins. Il y a des outils qui font ça d'ailleurs, mais sinon essayez de le faire un peu de façon artisanale à la main, les temps de parole de chacun et de chacune. Je pense que vous vous rendez compte, vous le savez, il y a des gens qui parlent plus que d'autres, et donc ça, c'est pas ça qui va aider à l'intelligence collective. Vous avez des outils comme les Liberating Structures qui peuvent aussi, je vous invite à googler si vous ne connaissez pas, qui peuvent vous proposer des outils d'intelligence collective. Parfois, la non-mixité aussi, ça aide. Le langage et les représentations aussi, ça aide à inclure les personnes. Peut-être que les femmes ne se sentent pas exclues quand un orateur ou une oratrice dit bonjour à tous. En revanche, les personnes qui disent bonjour à tous et à toutes, a priori, on est plus dans l'inclusion. C'est pas révolutionnaire, De Gaulle le faisait, donc je pense que c'est à la portée de tout le monde. C'est pas subversif d'inclure les femmes. En termes de formation, c'est aussi une des solutions, formation au harcèlement, au handicap, au racisme, aux LGBT-phobie, au sexisme, etc. Parce qu'en fait, les formations que je mentionne ici, c'est que la base, c'est la loi en fait. L'employeur est censé prévenir toutes ces oppressions-là. Il en va de sa responsabilité, donc il doit former les personnes qui sont dans l'entreprise. Les personnes que vous allez recruter, avec qui vous allez travailler aussi, c'est un vecteur d'inclusion et d'intelligence collective. Donc faites-vous accompagner pour faire un audit peut-être de votre entreprise, de vos groupes. Rapprochez-vous de personnes qui connaissent ces sujets-là. Et aussi, bien sûr, recruter des personnes qui sont au moins sensibilisées, pour qui ce n'est pas totalement alien. Du temps. Il faut de la patience et de la persévérance pour arriver à créer des safe spaces. C'est super dur et vous allez vous tromper et vous allez apprendre, mais il faut du temps. Je vous laisse prendre une photo si vous voulez. C'est quelques références de personnes qui œuvrent dans cette direction-là, qui travaillent ces sujets-là, qui sont spécifiquement dans la tech. Donc je vous invite à suivre leurs travaux. Pareil, ça c'est hors tech, mais alors là, c'était compliqué de faire une liste. Évidemment, c'est pas exhaustif. Il y a plein de sociologues ou autres chercheurs, chercheuses, penseuses et penseurs. Je vous donne 3 ressources maison. On a invité une personne qui s'appelle Nathalie Achard, qui a fait une présentation hyper intéressante. J'en ai fait un article où il y a un peu un résumé des micro-agressions ordinaires les plus communes. Je pense que ça peut être déjà une petite introduction. C'est sur le site de la PDG. La fresque antisexiste aussi, qui a été conçue dans le cadre de l'association. On peut vous la proposer, petit moment de pub. Et je voulais aussi juste, c'est pas pour montrer ma tête, c'est que cette conférence, elle est issue d'une interview qui a été menée par Valentin de Reactive. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil. C'est presque fini, 2 minutes. 5 points à retenir. Déjà, donc, ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est qu'on s'est dit que les systèmes étaient imbriqués. Donc c'est beaucoup plus complexe qu'on ne croit. C'est pas juste « Ah, il y a un senior et un junior » ou « Ah, il y a un chef et une collaboratrice ». Il y a plus que ça. Pour moi, on ne peut pas mener de transfo agile sans mener cette transformation aussi en parallèle, de prendre conscience de ses biais. C'est juste pas possible. Créer des safe space, c'est difficile, mais pour moi, c'est essentiel dans l'agilité. Point important aussi, je ne pense pas que, je le disais là, quand je vous montrais la roue des privilèges, vous n'êtes pas coupable d'être au centre sur un ou plusieurs axes, ce n'est pas de votre faute. Néanmoins, je pense que nous sommes responsables de débiaiser, enfin de tenter au maximum de reconnaître déjà nos biais. On doit s'éduquer soi-même déjà en premier lieu et éduquer aussi nos pairs. Nos pairs à IRS. Messieurs, n'allez pas expliquer à une femme le féminisme, s'il vous plaît.
Je pense que c'est important de aussi revenir sur le fait qu'on ne doit pas se prétendre sauveur et sauveuse. Être allié, c'est pas sauver les gens. Attention à ça, la ligne peut être un peu fine. Donc vous connaissez probablement le triangle de Karpman. Le but, c'est d'être dans aucune crête. Et je vous assure que ça a un lien. Éteignez la télé, consommez, soutenez la presse indépendante. Je vous assure, c'est très important, surtout sur les années qui viennent. Merci beaucoup. En fait, il y a du temps pour les questions. Je pensais que non. Mais du coup, je veux bien vos réactions. Je me mets plus là. Ah, pardon, Luc. Pardon. Excusez-moi. Après, je prends aussi toute réaction à froid, quand vous voulez. Je vais favoriser d'abord, si vous voulez bien, les vraies questions, avant les réactions ou les avocats du diable. Je les connais. Oui. Merci pour votre intervention. Moi, ce que j'ai compris, c'est beaucoup de sensibilisation dans ce que vous avez pitché. Et en fait, je voulais savoir ce que vous pensiez des outils pour travailler en groupe, dans l'empathie pour l'autre, donc à savoir, je ne sais pas si vous connaissez Belbin, Processcom, Ennéagramme, qui permettent de voir des types de personnalités, en tout cas on s'en rapproche, on ne peut pas mettre des gens dans des tiroirs, et du coup de s'ouvrir en fait à un mindset qui est différent du nôtre. Merci pour la question. Processcom, MBTI, etc., c'est très décrié, c'est très critiqué. Je dirais que c'est dans l'axe de la socio, plus que dans, de la psycho, plus que dans la socio. Donc c'est pour ça que c'est quand même déjà assez usité dans le milieu. Moi, j'aime beaucoup Processcom, par exemple, mais je pense que l'outil doit être amené de façon très intelligente, avec beaucoup de recul, et c'est ce qui permet de se décentrer. Pour moi, ça permet d'amener de l'empathie, de comprendre que pas tout le monde réfléchit et réagit à les mêmes besoins, toujours pareil. Mais c'est vrai que si on tombe dans la catalogisation, la catégorisation, l'étiquetage des gens automatique, là, ça va pas. C'est plus du tout ça, mais c'est pas le but premier de l'outil. Donc, je pense que ça aide pour créer de l'empathie, d'avoir une grille de lecture commune de comment on réagit, etc. Mais pour moi, si c'est sans communication non violente, c'est un peu inutile et il ne faut pas que ce soit poussé à la caricature. Mais encore une fois, on revient plus sur la partie psycho que socio, selon moi. Merci. Ok, s'il n'y a pas de vraies questions, je prends les avocats du diable et réactions. Je ne suis pas avocat du diable. Okay. J'ai une question parce qu'on a aussi parlé beaucoup de diversité. Il y a beaucoup de minorités et aussi des majorités d'ailleurs qui font des groupes d'entraide, des fois même jusqu'à du lobby, des groupes d'entraide dans les entreprises et aussi en dehors. Alors des fois quand on ne fait pas partie de la minorité, on peut se sentir exclu de ce groupe-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une bonne... quels sont les avantages de faire ça et les inconvénients aussi de faire ça? Merci pour la question. Si je vous dis, il y a une réunion syndicale, donc tous les représentants du personnel vont se réunir et il n'y a que les représentants du personnel qui peuvent aller à cette réunion et pas de patron. Est-ce que ça vous choque? Alors c'est un peu mitigé. En fait, normalement, ce principe, les réunions de syndicats, par exemple, se voient d'abord et après, en fait, elles se concertent. Et après, elles vont discuter avec les patrons. En fait, on ne peut pas créer de dialogue sain, serein, si dans la pièce, il y a quelqu'un qui est potentiellement un élément contraire, qui va être... si vous voyez un avocat, il va discuter avec son ou sa cliente d'abord, avant d'aller discuter avec les plaignants. Donc moi, ce que je veux dire, c'est pour moi, la non-mixité, c'est un outil indispensable. Et en fait, quand on dit... il y a des espaces de non-mixité qui existent depuis toujours et ce n'est pas un problème. Quand on dit les femmes à la cuisine, ça n'a jamais été un problème pour personne. C'est un espace de non-mixité. Il y a plein de clubs aussi de pouvoir ou de clubs d'intellectuels qui étaient toujours aussi très masculins. Soit de fait, soit aussi même c'est parce que c'était écrit que c'était refusé aux femmes. Ça choque personne. Moi, ce que je dis, c'est que bien sûr qu'il faut se mélanger, il faut interagir, il faut parler. Et
évidemment. Si on est chacune dans nos coins, on n'avance pas. Mais on a besoin de certains espaces en non-mixité pour se coordonner, pour débattre, parce que plein de fois on n'est pas d'accord, etc. Et pour arriver à quelque chose de commun qu'on va ensuite amener à d'autres groupes. Et pour moi, c'est indispensable. Et c'est complémentaire. Merci pour cette conférence. Moi, je suis amené souvent à recruter des freelances dans le design et des fronts notamment. Et à chaque fois, quasiment, je rencontre des femmes qui sont plus compétentes que les hommes. Et quand on aborde la question du tarif, elles sont souvent à 200 € de moins par jour que les hommes. Comment on peut gérer ça ? Oui, merci de relever ce phénomène. Je dirais qu'avoir des grilles salariales, alors là, ce n'est pas des salariés en l'occurrence, mais des grilles pour vos freelances, c'est aussi une façon de faire. D'essayer de revoir aussi quels sont les critères d'évaluation pour arriver à essayer d'être le plus équitable, le plus juste, le plus égalitaire, ne serait-ce que égalitaire possible. Mais oui, de se dire que un ou une designer qui a, je sais pas, je dis n'importe quoi, 5 ans d'expérience, et telle compétence dans tel et tel outil qui a fait tel ou tel truc, peu importe le genre, en fait, sera payé tant. Je ne sais pas si ça répond, si ça aide ou pas. C'est un peu ce que je fais. Ça m'énerve toujours de devoir dire non, je ne vais pas te payer 400, je te paye 700. C'est pas évident, mais on l'a fait avec moi. Hein. Je remercie beaucoup ce manager. Je cherchais, alors c'était dans le cadre d'un CDI, mais on m'a demandé mes prétentions salariales. Et j'ai donné, et en fait, il a dit « Ah oui, mais non, en fait, on a des grilles et ça va être plus que ça. » Merci, mais en fait, je ne savais pas. Quand j'étais mal payée avant, et comme c'est tabou en France, le salaire, l'argent, c'est très tabou. Donc ça, c'est aussi, encore une fois, communiquer, dire les choses pour savoir où on se situe et quels sont nos droits. Mais merci, du coup, d'essayer au moins. Dernière question. Oui. Oui, merci pour la conférence. Moi, je voulais savoir s'il y avait si des associations, notamment la PDG et même des associations plus sur la diversité, tous ces assos qui travaillent dans ce sens, surtout d'élimination des biais, est-ce qu'elles observent des tendances d'évolution sur les dernières années et des tendances futures éventuelles sur la diminution, l'augmentation, la stagnation, la transformation de tous ces biais ? Alors, c'est difficile de répondre de façon aussi globale, aussi générale. Il y a des choses qui évoluent dans le bon sens, mais il y a aussi des choses qui régressent. Je pense notamment, là, parce que c'est le cœur de notre sujet, aux quantités de jeunes filles qui prennent des filières scientifiques, qui vont dans des métiers techniques, qui sont en chute libre. Il y avait vachement plus de femmes en informatique dans les années 80 qu'aujourd'hui, en France. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de boulot, qu'on a l'impression parfois d'entendre que parler de ça, la diversité, la parité, les femmes, c'est bon, on a compris, on avance. Ouais, mais non. Et en fait, ce chiffre-là des femmes qui quittent la tech, j'ai plus exactement la date de l'étude, mais c'est relativement récent, c'est quelque chose qui se produit encore aujourd'hui. Donc on a l'impression d'ouvrir, mais parfois on fait de la diversité crassement, sans faire d'inclusion. Et du coup, ça ne marche pas. Et puis, il y a aussi, on a des groupes dominants, majoritaires, qui ne sont pas contents, qui se sentent lésés dans l'histoire, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'à la base, en fait, on n'était pas tous et toutes à un même pied d'égalité, et que pour rétablir certaines choses, il y a certaines actions de discrimination positive, peut-être, à faire. Pour moi, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste une étape nécessaire pour après que les choses se fassent un peu plus naturellement, beaucoup de guillemets, et qu'on arrive à se passer de ces outils-là qui sont que des leviers temporaires pour moi. Merci beaucoup. Merci vraiment.